Bienvenue dans Histoire interdite. Si ce voyage dans les secrets du passé vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs de soie du palais des Tuileries. L'encre encore fraîche s'étalait sur le papier, tandis que la main de l'empereur tremblait légèrement. C'était l'an 1806, et Napoléon Bonaparte, maître de presque toute l'Europe, conquérant couronné, était pourtant l'esclave d'une passion qu'il ne pouvait maîtriser. « Ma douce Marie », commença-t-il à écrire, avant de raturer violemment. Non, il ne fallait pas laisser de traces, pas cette fois. Les murs avaient des oreilles, et Joséphine, son épouse impériale, avait des espions. Le crépuscule parisien s'installait doucement sur la Seine, teintant le ciel de pourpre et d'or, tandis que dans les appartements privés de l'empereur, un drame intime se jouait, loin des regards indiscrets de la cour. Un drame qui allait pourtant influencer le destin de nations entières, car les passions de Napoléon n'étaient jamais sans conséquence pour l'histoire. L'histoire officielle nous a légué l'image d'un Napoléon stratège militaire, législateur visionnaire, homme d'État inflexible. Mais derrière cette façade sculptée pour la postérité se cachait un homme aux passions brûlantes, aux désirs impérieux, dont les amours secrètes ont tissé une toile d'intrigue aussi complexe que la carte de l'Europe qu'il redessinait sans cesse. Notre récit commence véritablement en l'an 1795, alors que le jeune général Bonaparte, maigre et ambitieux, rencontre pour la première fois celle qui deviendra sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. L'air était chargé d'une tension électrique ce soir-là, dans le salon parisien de Paul Barras, l'un des 5 directeurs qui gouvernaient alors la France. Les lustres de cristal diffusaient une lumière dorée sur l'assemblée élégante qui s'y pressait. Les conversations bourdonnaient comme un essaim d'abeilles, entrecoupées d'éclats de rire et du tintement des verres de champagne. Joséphine, veuve du général de Beauharnais guillotiné pendant la Terreur, avait alors 32 ans, soit 6 ans de plus que Bonaparte. Créole de la Martinique, elle portait en elle toute la langueur sensuelle des îles, mêlée à la sophistication de l'aristocratie française. Ses yeux, d'un brun profond comme le café des plantations de son enfance, se posèrent sur le jeune général corse dont tout Paris commençait à parler après sa victoire contre les royalistes lors de l'insurrection du 13 Vendémiaire. Napoléon fut instantanément subjugué. L'odeur subtile de jasmin qui émanait de Joséphine, la grâce féline de ses mouvements, le timbre légèrement rauque de sa voix, tout en elle évoquait un monde de sensualité dont le jeune officier, plus habitué au bivouac militaire qu'au salon parisien, ignorait presque tout. Cette nuit-là, tandis que les violons jouaient un menuet langoureux, Napoléon connut le premier frisson d'une passion qui allait le consumer pendant des années. « Madame, » murmura-t-il en s'inclinant devant elle, « on dit que vous êtes la rose la plus exquise de Paris. Je constate que même les plus belles rumeurs sont en deçà de la réalité. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Joséphine. Elle était habituée aux compliments, mais quelque chose dans l'intensité du regard de ce jeune général la troubla. « Général Bonaparte, » répondit-elle, « les roses ont des épines. Ne l'oubliez jamais. » Ce fut le début d'une correspondance enflammée. Les lettres de Napoléon à Joséphine sont restées dans l'histoire comme parmi les plus passionnées jamais écrites par un homme de pouvoir. « Je me réveille plein de toi, » écrivait-il. « Ton image et l'enivrante soirée d'hier ne laissent aucun repos à mes sens. » Ou encore, un baiser sur ton cœur, et puis un peu plus bas, bien plus bas. Pourtant, derrière cette façade d'amour fou, se cachait déjà le germe de futures trahisons. Car Joséphine, femme du monde et habituée au jeu de la séduction,
n'était pas aussi éperdument amoureuse que son fougueux prétendant. Pour elle, ce mariage représentait avant tout une sécurité financière et sociale dans le Paris incertain du Directoire. Ses amis l'avaient d'ailleurs mise en garde. « Prenez garde, ma chère, ce petit général corse n'a que son épée pour fortune. » Mais le destin de Napoléon était déjà en marche. Le 9 mars 2796, dans l'intimité d'une mairie parisienne, ils s'unirent civilement. 2 jours plus tard, Napoléon partait pour l'Italie, où l'attendait la gloire militaire. Commença alors une correspondance passionnée, du moins du côté de Bonaparte, car si les lettres du général débordaient d'un désir frénétique, celle de Joséphine se faisait rare, distante, évasive, et pour cause. Tandis que son époux remportait victoire sur victoire contre les Autrichiens, Joséphine s'était éprise d'un jeune hussard, Hippolyte Charles. Leur rendez-vous clandestin avait lieu dans un petit hôtel particulier de la rue Chantraine, à quelques pas seulement de la résidence officielle de Madame Bonaparte. Les rideaux de velours rouge tirés sur leurs étreintes ne suffisaient pourtant pas à étouffer les rumeurs qui commençaient à enfler dans tout Paris. L'air italien, chargé du parfum entêtant des orangers en fleurs, vibrait des acclamations de la foule, accueillant le conquérant Bonaparte lors de son entrée triomphale à Milan. Mais dans son cœur, un doute lancinant commençait à s'insinuer. Les lettres de ses amis parisiens évoquaient, à mots couverts, les distractions de Joséphine. Le soir, seul dans sa tente de campagne, à la lueur tremblotante d'une chandelle, Napoléon relisait les rares lettres de son épouse, cherchant entre les lignes la confirmation de ses craintes. Ce fut un certain Junot, aide de camp et ami fidèle, qui finit par révéler la vérité à Bonaparte un soir de l'an 1798, après la victoire d'Arcole. Les 2 hommes partageaient une bouteille de vin dans une auberge lombarde, lorsque Junot, enhardi par l'alcool et ne supportant plus de voir son général tourmenté, lâcha la vérité comme on dégaine un sabre. « Mon général, tout Paris parle des escapades de Madame Bonaparte avec ce hussard, Charles. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Le visage de Napoléon se figea en un masque de marbre. Seul un léger tic à la commissure de ses lèvres trahissait la tempête qui faisait rage en lui. « Laisse-moi » ordonna-t-il d'une voix blanche. Resté seul, il s'empara d'un encrier et écrivit à Joséphine une lettre emplie d'une rage froide. « Tu ne m'aimes plus. Tu as un autre amant. Je le sais. Une passion si violente, comment a-t-elle pu s'éteindre en si peu de temps ?» Cette première trahison marqua profondément Napoléon. Quelque chose se brisa en lui, ouvrant la voie à ses propres infidélités futures. Car si l'histoire a retenu l'image de l'empereur trompant systématiquement ses épouses, il fut d'abord un amant trahi, blessé dans son orgueil d'homme et son cœur d'amoureux passionné. Lorsque Bonaparte revint d'Italie, auréolé de gloire militaire, la confrontation avec Joséphine fut orageuse. Les cris résonnèrent dans tout l'hôtel particulier de la rue Chantraine, faisant trembler les domestiques terrés dans les cuisines. « Comment as-tu osé ?» tonnait la voix de Napoléon. « Moi qui t'ai élevé du néant, qui t'ai donné mon nom, ma fortune, mon cœur. » Joséphine, en larmes, s'était jetée aux pieds de son époux. L'odeur de ses parfums, un mélange de roses de mai et de musc, emplissait la chambre où se jouait cette scène de ménage historique. « Je t'en supplie, » sanglotait-elle, « c'était une erreur, une folie. Je n'aime que toi. » Napoléon resta inflexible pendant 3 jours et 3 nuits, refusant même de partager le repas de celle qu'il appelait désormais la citoyenne Beauharnais, revenant à son nom de veuve comme pour effacer leur union. Mais au 4e matin, vaincu par les larmes et les supplications de Joséphine,
Peut-être aussi par le désir physique qui n'avait jamais cessé de le tourmenter, il céda. Leurs retrouvailles charnelles furent à la mesure de leur brouille, passionnées, violentes, presque désespérées. Cette réconciliation marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Si l'amour fou des premiers jours s'était terni, un attachement profond, presque animal, liait toujours Napoléon à Joséphine. Mais désormais, il se permettrait lui aussi des aventures extraconjugales, et elles seraient nombreuses. L'expédition d'Égypte, lancée en l'an 1798, fut l'occasion des premières conquêtes féminines officielles de Bonaparte. Sous le ciel étoilé du Caire, dans le palais réquisitionné qui servait de quartier général à l'armée française, Napoléon découvrit les charmes orientaux. Parmi les femmes qui passèrent dans son lit durant cette période, une certaine Pauline Fourès laissa une empreinte particulière. Surnommée Notre-Dame de l'Orient par les soldats français, cette jeune femme blonde aux yeux bleus était l'épouse d'un lieutenant de hussards. L'histoire raconte que Napoléon, pour l'approcher sans éveiller les soupçons, envoya son mari en mission diplomatique à l'autre bout de l'Égypte. La ruse était grossière, mais qui aurait osé s'opposer au désir du général en chef ? Les nuits kérotes étaient chaudes et moites. Dans la chambre de Napoléon, des serviteurs agitaient de grands éventails de plumes pour créer un semblant de fraîcheur, tandis que l'odeur entêtante des jasmins s'infiltrait par les fenêtres ouvertes sur les jardins. Pauline, audacieuse et intelligente, n'était pas une simple maîtresse. Elle s'intéressait aux stratégies militaires, lisait les rapports que Napoléon laissait traîner, offrait même parfois un avis pertinent qui surprenait le général. « Si j'étais né homme », lui confia-t-elle un soir qu'ils étaient allongés sur le divan recouvert de soieries damascènes, « j'aurais conquis le monde comme vous le faites. » Napoléon avait ri, caressant les boucles blondes éparpillées sur l'oreiller. « Et si j'étais né femme, avait-il répondu, je vous aurais donné un fils. » Cette réplique, apparemment anodine, révélait pourtant l'une des préoccupations grandissantes de Bonaparte, la question de sa descendance. Joséphine, malgré leurs années de mariage, n'avait pas donné d'enfant à Napoléon. Elle avait pourtant 2 enfants de son premier mariage, Eugène et Hortense de Beauharnais. Cette stérilité apparente de leur union commençait à tourmenter le futur empereur, d'autant plus que ses ambitions dynastiques prenaient maintes formes dans son esprit. Mais revenons à l'Égypte et à Pauline Fourès. Leur idylle prit fin brutalement lorsque le mari trompé, revenu inopinément de sa mission, découvrit le pot aux roses. Le scandale fut étouffé par ordre supérieur, mais laissa un goût amer à Napoléon. Pour la première fois, il avait éprouvé avec une femme autre que Joséphine une forme d'affinité intellectuelle mêlée au désir physique. Cette expérience le marqua profondément et influença ses choix amoureux futurs. De retour en France, Bonaparte trouva un pays en pleine effervescence politique. Le Directoire s'enlisait dans la corruption et l'inefficacité. L'heure était mûre pour un changement de régime, et Napoléon, auréolé de ses victoires métamilitaires, malgré l'échec final de la campagne d'Égypte, apparaissait comme l'homme providentiel. Le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, 9 novembre 1799, le porta au pouvoir en tant que premier consul. Cette ascension politique s'accompagna d'un changement dans sa vie privée. Les Bonaparte s'installèrent aux Tuileries, ancien palais royal, symbole du pouvoir. Joséphine, désormais première dame de France, s'épanouit dans ce rôle qui convenait parfaitement à son goût du luxe et des mondanités. Mais l'intimité du couple consulaire était loin d'être idyllique. Napoléon, de plus en plus absorbé par les affaires d'État, consacrait ses nuits à travailler jusqu'à l'épuisement.
Quand il rejoignait enfin la chambre conjugale, c'était souvent pour s'effondrer dans un sommeil sans rêve. Joséphine, délaissée, retrouvait ses anciennes habitudes mondaines, flirtant innocemment ou pas avec les beaux officiers qui peuplaient les salons du consulat. C'est dans ce contexte que surgit dans la vie de Napoléon une figure féminine qui allait jouer un rôle déterminant. Caroline Murat, née Bonaparte, sa propre sœur. Non pas comme amante, bien sûr, mais comme entremetteuse involontaire. Mariée à Joachim Murat, l'un des plus brillants généraux de cavalerie de l'armée française, Caroline était une femme ambitieuse et intrigante. Lors d'un bal donné aux Tuileries, en l'honneur de la victoire de Marengo, elle présenta à son frère une jeune femme dont la beauté fit sensation, Éléonore Denuel de la Plaigne. Cette dernière, âgée d'à peine 20 ans, était dame de compagnie de Caroline, d'une beauté classique, avec ses cheveux noirs comme l'ébène et ses yeux d'un bleu profond. Elle incarnait la jeunesse et la fraîcheur qui manquaient désormais à Joséphine, alors dans sa quarantaine. La musique des violons emplissait la salle de bal, les lustres de cristal scintillaient de 1000 feux, et les uniformes chamarrés des officiers formaient un contraste saisissant avec les robes blanches des femmes, selon la mode néoclassique de l'époque. « Mon frère, murmura Caroline à l'oreille de Napoléon, laissez-moi vous présenter Mademoiselle Denuel. Elle est une grande admiratrice de vos exploits. » Le regard que Napoléon posa sur la jeune femme était celui d'un connaisseur, évaluant chaque courbe, chaque expression fugitive. Éléonore, bien consciente de l'effet qu'elle produisait, fit une révérence parfaite, laissant entrevoir juste ce qu'il fallait de sa gorge nacrée. « Premier consul, dit-elle d'une voix claire comme le cristal, c'est un honneur inestimable que de vous rencontrer enfin. » Cette rencontre fut le prélude à une liaison qui, pour être discrète, n'en fut pas moins féconde. Car, 9 mois plus tard, Éléonore donnait naissance à un fils, Léon, dont la paternité bonapartiste ne faisait guère de doute. Cette naissance fut un choc pour Napoléon. Il était donc capable d'engendrer. Le problème de stérilité dans son couple venait donc de Joséphine et non de lui. Cette révélation eut des conséquences considérables sur la suite de l'histoire. Désormais, Napoléon savait qu'il pouvait fonder une dynastie, à condition de se séparer de Joséphine. L'idée du divorce, jusque-là repoussée par attachement sentimental, commença à germer sérieusement dans son esprit. Mais nous n'en sommes pas encore là dans notre récit, car, parallèlement à cette liaison avec Éléonore, qui resta relativement éphémère, Napoléon entretenait une relation beaucoup plus profonde et complexe avec une autre femme, Marie Walewska. Cette histoire d'amour, peut-être la plus sincère après celle qu'il vécut avec Joséphine, mérite qu'on s'y attarde. Nous sommes en l'an 1807. Napoléon, désormais empereur des Français depuis 3 ans, vient de vaincre la Prusse et la Russie. Il entre triomphalement dans Varsovie, capitale d'une Pologne démembrée qui espère en lui pour retrouver son indépendance. L'hiver polonais est rude. La neige recouvre les toits de la ville d'un manteau immaculé et le souffle des chevaux s'élève en volutes blanches dans l'air glacé. C'est lors d'une réception donnée en son honneur au palais royal de Varsovie que Napoléon remarque une jeune femme dont la beauté discrète tranche avec l'opulence un peu vulgaire des autres dames de la noblesse polonaise. Marie Walewska, à peine 18 ans, est mariée à un comte polonais de 70 ans. Ses cheveux blonds encadrent un visage d'une douceur angélique et ses yeux bleus reflètent une mélancolie qui touche immédiatement Napoléon. « Qui est cette jeune femme ?» demande-t-il à Duroc, son grand maréchal du palais. « La comtesse Walewska, sire. On dit qu'elle est aussi vertueuse que belle. » Napoléon sourit. « Faites-la venir. Je veux lui parler de la situation de son pays. » Mais Marie Walewska,
contrairement à tant d'autres, ne céda pas facilement aux avances impériales. Profondément pieuse et fidèle à ses vœux de mariage malgré la différence d'âge avec son époux, elle repoussa d'abord les invitations répétées de Napoléon. Ce n'est que sous la pression de sa famille et des patriotes polonais, qui voyaient en cette relation un moyen d'influencer l'empereur en faveur de la cause polonaise, qu'elle finit par accepter de le rencontrer en privé. Leur première entrevue eut lieu dans un petit salon du palais, meublé simplement mais avec goût. Le feu qui crépitait dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs tendus de soie bleue. Napoléon, habitué à ce que les femmes lui tombent dans les bras au premier signe d'intérêt, fut décontenancé par la réserve de Marie. « Madame, commença-t-il, savez-vous que vous avez fait bien des malheureux ce soir? Tous ces officiers qui vous admirèrent de loin, sans pouvoir vous approcher. »« Sire, répondit-elle en baissant pudiquement les yeux, je ne suis venue que pour parler de mon pays. La Pologne souffre depuis le partage. Nous espérons en vous pour... » Napoléon l'interrompit d'un geste. « La politique peut attendre, madame. Ce soir, je ne veux être qu'un homme en présence d'une femme charmante. » Mais Marie resta inflexible. Elle quitta cette première entrevue sans avoir cédé aux avances de l'empereur, laissant ce dernier frustré mais intrigué. Cette résistance, loin de le décourager, ne fit qu'attiser son désir. Il lui envoya des lettres passionnées, des cadeaux somptueux, multiplia les promesses concernant la restauration de la Pologne. Finalement, après des semaines de cours assidus, Marie Walewska céda, autant par patriotisme que par une inclination naissante pour cet homme si différent de son vieux mari. Leur liaison, commencée dans les neiges polonaises, se poursuivit à travers l'Europe, au gré des campagnes militaires de Napoléon. En 1810, elle lui donna un fils, Alexandre Walewski, que l'empereur reconnut officiellement. Ce qui distingua cette relation des nombreuses aventures de Napoléon, c'est la profondeur des sentiments qu'il éprouva pour Marie. Elle n'était pas seulement une maîtresse, mais une confidente, presque une amie. Avec elle, l'empereur pouvait se montrer vulnérable, abandonner momentanément le masque de toute puissance qu'il portait en permanence. « Avec toi, lui écrivit-il un jour, je ne suis ni empereur ni général, juste un homme qui aime et qui doute parfois. » Marie Walewska resta fidèle à Napoléon jusqu'à sa chute. Même après son exil à l'île d'Elbe, elle vint lui rendre visite, bravant les conventions et les risques politiques. Cette loyauté toucha profondément l'empereur déchu, habitué aux trahisons et aux retournements d'alliances. Mais revenons en arrière, car nous avons laissé de côté un événement majeur, le divorce avec Joséphine. Au sommet de sa puissance, après la victoire d'Austerlitz en l'an 1805, Napoléon prit la décision qui lui coûta peut-être le plus sur le plan émotionnel. Répudier la femme qui avait partagé sa vie pendant 14 ans pour épouser une princesse qui lui donnerait l'héritier dont son empire avait besoin. La scène de l'annonce du divorce reste l'une des plus poignantes de cette histoire intime. C'était le soir du 30 novembre 1809. Le palais de Fontainebleau, résidence impériale préférée de Napoléon, était plongé dans un silence inhabituel. Les courtisans, sentant qu'un drame se jouait à huis clos, parlaient à voix basse dans les antichambres. Dans les appartements privés de l'impératrice, Joséphine attendait, anxieuse. Elle savait depuis des semaines que la décision était prise, mais espérait encore un miracle, un revirement de dernière minute. Napoléon entra, le visage grave, les traits tirés, l'odeur familière de la violette, le parfum favori de Joséphine, flottait dans l'air, ravivant en lui 1000 souvenirs. Sans préambule, il annonça « Joséphine, ma chère Joséphine, tu sais combien je t'ai aimée, mais l'intérêt de la France et de ma dynastie exige que j'aie un fils. À 46 ans, tu ne peux plus me le donner. » Un silence de plomb suivit ces paroles. Puis, un cri déchirant échappa à Joséphine,
qui s'effondra sur le tapis persan, en proie à une crise de nerfs. Napoléon, désemparé, appela les femmes de chambre et quitta la pièce, le cœur lourd, mais la détermination intacte. Le divorce fut prononcé officiellement le 16 décembre 1809, d'abord civilement, puis religieusement. Joséphine se retira au château de Malmaison, domaine qu'elle chérissait et où elle avait créé des jardins botaniques célèbres dans toute l'Europe. Napoléon, malgré la rupture, continua à lui rendre visite régulièrement. Leur relation, dépouillée de la passion des débuts et des obligations conjugales, se transforma en une amitié teintée de nostalgie. « Tu resteras toujours ma Joséphine », lui dit-il lors d'une de ses visites, alors qu'il se promenait bras dessus bras dessous dans les allées fleuries de Malmaison. « La seule femme que j'ai vraiment aimée. » Cette phrase, si elle était sincère au moment où il la prononça, allait pourtant être démentie par la suite. Car Napoléon, libre désormais, s'apprêtait à connaître un nouveau type d'amour, plus conventionnel peut-être, mais non moins intense, celui qu'il éprouva pour sa seconde épouse, Marie-Louise d'Autriche. Le mariage avec l'archiduchesse autrichienne, célébré en grande pompe le 1er avril 1810, relevait d'abord d'un calcul politique. En épousant la nièce de Marie-Antoinette, Napoléon, l'ancien jacobin, le parvenu corse, s'alliait à l'une des plus anciennes dynasties d'Europe. C'était la consécration de son ascension sociale, le triomphe définitif sur les préjugés aristocratiques. Mais ce qui devait n'être qu'une union de convenance se transforma rapidement en une relation sincère. Marie-Louise, que Napoléon surnommait affectueusement « ma petite Louison », avait 19 ans lors de son mariage. Blonde, les yeux bleus, le teint frais, elle incarnait la jeunesse et la fertilité que l'empereur recherchait. Élevée dans la haine de la France révolutionnaire et de Bonaparte, elle abordait ce mariage avec appréhension. Mais la gentillesse inattendue de Napoléon, ses attentions constantes, son désir manifeste de la rendre heureuse, eurent raison de ses préventions. Leur nuit de noces, dont les détails nous sont parvenus grâce aux indiscrétions de la première femme de chambre de l'impératrice, fut un moment décisif dans leur relation. Marie-Louise, vierge et terrifiée, s'était barricadée dans la chambre nuptiale du château de Compiègne. La lourde porte de chêne sculptée résistait aux supplications de Napoléon. « Ma chère enfant, implorait-il à travers le battant, n'ayez pas peur, je ne veux que votre bonheur. » Après 1 heure de négociation, la porte s'entr'ouvrit enfin. Marie-Louise, vêtue d'une chemise de nuit en dentelle de Bruxelles, les cheveux dénoués tombant jusqu'à sa taille, apparut dans l'embrasure, tremblante comme une feuille. Napoléon, loin de se jeter sur elle comme elle le redoutait, la prit doucement par la main et la conduisit vers le lit à baldaquin. « Nous avons toute la vie devant nous, » murmura-t-il. « Ce soir, si vous le permettez, je veux juste dormir à vos côtés. » Cette délicatesse inattendue toucha profondément la jeune impératrice. Au matin, c'est elle qui, enhardie, fit le premier pas vers une intimité plus complète. 9 mois plus tard, jour pour jour, le 20 mars 2011, elle donnait naissance au fils tant espéré, Napoléon François, Charles-Joseph Bonaparte, roi de Rome dès sa naissance. Cette paternité tardive, Napoléon avait alors 41 ans, transforma l'empereur. Lui qui avait toujours été un amant passionné mais un père distant pour ses nombreux enfants illégitimes, se découvrit une tendresse insoupçonnée pour ce fils légitime. On le vit ramper à 4 pattes sur les tapis des Tuileries, faire des grimaces pour amuser le bambin, interrompre des conseils des ministres parce que le roi de Rome avait dit son premier mot. Cette période fut sans doute la plus heureuse de la vie intime de Napoléon.
Il avait enfin ce qu'il désirait, un héritier légitime, une épouse jeune et docile qui l'admirait, et la certitude que sa dynastie était assurée. Même ses aventures extra-conjugales se firent plus rares, bien qu'elles ne cessèrent jamais complètement. Parmi les dernières maîtresses significatives de l'empereur durant cette période, on peut citer Albine de Montholon, épouse d'un de ses généraux. Leur liaison, commencée en 1813 pendant la désastreuse campagne d'Allemagne, se poursuivit jusque dans l'exil à Sainte-Hélène. Albine fut l'une des rares personnes à suivre volontairement Napoléon dans sa captivité finale, avec son mari qui semblait fermer les yeux sur cette relation. Les dernières années du règne de Napoléon, marquées par les défaites militaires et l'invasion de la France, virent s'étioler son mariage avec Marie-Louise. L'archiduchesse, influencée par son père l'empereur François d'Autriche, commença à prendre ses distances avec l'époux dont l'étoile pâlissait. Lorsque Paris tomba aux mains des coalisés en mars 1814, Marie-Louise quitta la capitale avec son fils, promettant de rejoindre Napoléon dès que possible. Une promesse qu'elle ne tint jamais. L'abdication de Fontainebleau, signée le 6 avril 1814, marqua la fin du Premier Empire. Napoléon, déchu et abandonné par la plupart de ses proches, fut exilé sur l'île d'Elbe. Dans ce petit territoire méditerranéen, il tenta de recréer une cour miniature, un simulacre de la grandeur passée. Sa mère, Laetitia Bonaparte, et sa sœur Pauline le rejoignirent, mais ni son épouse, ni son fils, tant aimé, ne vinrent jamais. Cette absence creusa un vide immense dans le cœur de l'empereur déchu. Les nuits étaient longues dans la villa des Muligny, sa résidence elboise. Les vagues de la Méditerranée venaient se briser contre les rochers en contrebas, leur murmure incessant berçant les insomnies de Napoléon. Souvent, il se levait avant l'aube et, enveloppé dans sa robe de chambre de soie, contemplait la mer qui le séparait de la France et de ceux qu'il aimait. C'est durant cette période d'exil que Napoléon reçut la visite inattendue de Marie Walewska. La comtesse polonaise, accompagnée de leur fils Alexandre, alors âgé de 4 ans, brava tous les obstacles pour retrouver l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Leur rencontre, dans le jardin de la villa impériale, fut empreinte d'une émotion poignante. L'air était embaumé du parfum des orangers en fleurs. Le soleil déclinant teintait d'or les cyprès qui se découpaient sur le ciel d'un bleu intense. Marie, vêtue d'une simple robe de mousseline blanche, s'avança vers Napoléon qui l'attendait, immobile, le visage tendu par l'émotion. « Marie », murmura-t-il simplement en lui prenant les mains. « Sire », répondit-elle, les yeux brillants de larmes contenues, « je vous ai apporté ce que vous désiriez le plus voir. » Elle fit un signe, et un petit garçon aux boucles blondes s'avança timidement. Alexandre Walewski avait hérité des yeux bleus de sa mère, mais son front haut et sa mâchoire volontaire étaient incontestablement bonapartistes. Napoléon s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-il d'une voix étrangement douce pour cet homme habitué à commander. « Oui » répondit le petit garçon sans hésiter. « Vous êtes l'empereur. Maman dit que vous êtes un grand homme. » Napoléon l'attira contre lui dans une étreinte maladroite, mais sincère. Par-dessus la tête blonde de l'enfant, son regard croisa celui de Marie. Dans ce regard se lisait toute la gratitude d'un père séparé de son fils légitime, qui trouvait une consolation dans la présence de cet autre fils, fruit d'un amour peut-être plus authentique. Marie Walewska ne resta que 3 jours à l'île d'Elbe. 3 jours pendant lesquels Napoléon retrouva un semblant de bonheur domestique. Ils se promenaient tous les 3 sur les plages de l'île, construisant des châteaux de sable avec Alexandre, riant comme une famille ordinaire.
Le soir, après avoir couché l'enfant, il restait de longues heures à parler, assis sur la terrasse surplombant la mer. Marie écoutait les projets de reconquête que Napoléon échafaudait déjà, sans oser lui dire qu'elle les jugeait chimériques. « Quand je reviendrai aux Tuileries, promit-il, tu auras une place à mes côtés. Alexandre sera éduqué comme un prince. » Marie se contenta de sourire tristement. Elle sentait que cet homme qu'elle aimait se berçait d'illusions, mais n'avait pas le cœur de briser ses rêves. Lorsqu'elle repartit, embarquant discrètement sur un navire marchand, elle savait au fond d'elle-même qu'elle ne reverrait probablement jamais Napoléon. Et pourtant, l'impensable se produisit. Le 26 février 1815, l'empereur s'évada de l'île d'Elbe et débarqua en France. Commença alors cette période extraordinaire connue sous le nom des 100 jours. Mais notre récit se concentre sur la vie intime de Napoléon, et force est de constater que ses ultimes mois de pouvoir furent tant marqués par une solitude affective presque totale. Marie-Louise refusa catégoriquement de le rejoindre, préférant la sécurité de la cour viennoise et les bras de son amant, le comte Adam Albert von Neipperg. Cette trahison fut peut-être la plus douloureuse pour Napoléon. Il avait perdu des batailles, des territoires, des alliés politiques, mais perdre l'amour et la loyauté de la mère de son fils légitime était une blessure qui ne cicatrisa jamais complètement. Dans les salons dorés des Tuileries, où il avait connu tant de gloire et de plaisir, Napoléon se retrouvait désormais seul. Certes, il y eut bien quelques aventures fugaces, des nuits passées avec des actrices ou des dames de la cour revenues par opportunisme, mais rien qui puisse combler le vide laissé par l'absence des deux femmes qui avaient véritablement compté, Joséphine et Marie-Louise. Joséphine, sa première épouse, n'était plus. Elle s'était éteinte le 29 mai 1814 dans sa résidence de Malmaison, pendant que Napoléon était en exil à l'île d'Elbe. La nouvelle de cette mort l'avait profondément affecté. Elle au moins ne m'aurait jamais abandonné, confia-t-il à son secrétaire, le baron Fin, lors d'une nuit d'insomnie aux Tuileries. Le désastre de Waterloo, le 18 juin 1815, mit fin définitivement aux ambitions de Napoléon. Cette fois, l'exil serait bien plus lointain et sans retour possible. L'île de Sainte-Hélène, perdue dans l'immensité de l'océan Atlantique. Le voyage fut long et pénible. À bord du Northumberland, le navire britannique qui l'emmenait vers sa prison océanique, Napoléon passait de longues heures accoudé au bastingage, regardant l'horizon où la mer et le ciel se confondaient. Le vent marin ébouriffait ses cheveux désormais grisonnants, et l'embrun salé se mêlait parfois aux larmes qu'il ne retenait plus, maintenant qu'il n'était plus empereur que de nom. Parmi les rares fidèles qui l'accompagnaient volontairement dans cet exil se trouvait le couple Montholon. Le général Charles Tristan de Montholon et son épouse Albine avaient choisi de partager le sort de l'empereur déchu, par loyauté mais aussi pour des raisons plus complexes et personnelles. Car Albine était devenue, depuis quelques années déjà, la dernière maîtresse significative de Napoléon. Leur liaison avait commencé en 1813, dans les circonstances dramatiques de la campagne d'Allemagne. Albine, jeune femme de 28 ans à l'époque, blonde aux yeux verts, avait su apporter un peu de douceur et de légèreté dans la vie de plus en plus sombre de l'empereur. Son mari, étrangement, semblait fermer les yeux sur cette relation, comme si servir l'empereur, même de cette façon, était un honneur dont il tirait une forme de prestige indirect. À Sainte-Hélène, ce triangle amoureux se poursuivit dans les conditions spartiates de Longwood House, la résidence assignée à Napoléon par les Britanniques, la maison battue par les vents et l'humidité, était loin du confort des palais impériaux. Les murs suintaient, les rats couraient dans les combles, et le gouverneur de l'île, l'odieux Hudson Lowe,
exerçait une surveillance constante et humiliante. Dans ces conditions misérables, la présence d'Albine fut un rayon de soleil pour Napoléon. Elle organisait les soirées, lisait à haute voix pour distraire l'empereur, jouait parfois du piano sur un instrument désaccordé par l'humidité ambiante. La nuit, elle se glissait discrètement dans la chambre impériale, traversant le jardin détrempé par les pluies tropicales, son châle serré autour de ses épaules comme unique protection. Ces visites nocturnes n'étaient-ce pas motivées uniquement par la passion ? À 46 ans, malade et vieillissant prématurément, Napoléon n'était plus l'amant fougueux d'autrefois. Ce qu'il cherchait dans les bras d'Albine, c'était surtout le réconfort, la chaleur humaine, l'illusion fugace d'être encore aimé et désiré. « Parle-moi de Paris », demandait-il souvent, allongé dans l'obscurité moite de sa chambre, les doigts d'Albine caressant doucement son front fiévreux. « Décris-moi les Tuileries au printemps, les allées du bois de Boulogne, l'odeur des marronniers en fleurs. » Et Albine s'exécutait, tissant par ses mots un monde disparu, une vie que Napoléon ne retrouverait jamais. C'était peut-être cela finalement, son plus grand talent d'amante, cette capacité à nourrir la nostalgie sans l'exacerber jusqu'au désespoir, à entretenir le souvenir sans raviver trop cruellement la douleur de la perte. En 1818, Albine donna naissance à une fille, Joséphine Napoléone de Montholon. Bien que l'enfant portât officiellement le nom du général, peu de personnes à Sainte-Hélène doutaient de sa véritable paternité. Napoléon lui-même semblait considérer cette petite fille comme sienne, lui témoignant une tendresse qu'il réservait habituellement à son fils légitime, ce roi de Rome qu'il ne reverrait jamais. La naissance de cet enfant fut l'une des rares joies des dernières années de Napoléon. Il aimait la tenir sur ses genoux, lui raconter des histoires de bataille et de gloire que la petite ne comprenait pas encore, mais dont le son de la voix la fascinait. Parfois, il restait de longues minutes à la contempler en silence, comme s'il cherchait dans ses traits encore flous les traces de sa propre empreinte génétique. « Elle a ton front », disait-il parfois à Albine, « mais je crois reconnaître mon nez. » Albine souriait sans répondre. Ces moments de bonheur domestique étaient trop précieux pour être gâchés par des considérations pratiques ou des craintes pour l'avenir. Car l'avenir, à Sainte-Hélène, était une notion de plus en plus abstraite pour Napoléon, dont la santé déclinait visiblement. Les derniers mois de la vie de l'empereur furent marqués par une souffrance physique intense. Les médecins britanniques diagnostiquèrent une hépatite tropicale. Mais il est plus probable, au vu des symptômes décrits dans les mémoires des témoins, qu'il s'agissait d'un cancer de l'estomac, mal héréditaire dans la famille Bonaparte. Albine resta au chevet de Napoléon jusqu'en 1819, date à laquelle elle quitta Sainte-Hélène avec sa fille, officiellement pour des raisons de santé. Cette séparation fut déchirante pour l'empereur, qui perdait ainsi son dernier lien affectif, la dernière personne à lui avoir donné l'illusion d'être encore aimé pour lui-même et non pour sa légende. Les derniers mois de la vie de Napoléon se déroulèrent dans une solitude affective presque totale. Entouré de quelques fidèles comme le grand maréchal Bertrand, le général Montholon, qui était resté après le départ de son épouse, et le comte de Las Cases, il partageait son temps entre la dictée de ses mémoires et de longues heures d'immobilité douloureuse, allongé sur son lit de camp, celui-là même qui l'avait accompagné sur tous les champs de bataille d'Europe. Dans ces moments de solitude forcée, quelle pensée traversait l'esprit de celui qui avait connu tant de femmes, tant d'amour, tant de passion? Les rares confidences recueillies par ses derniers compagnons nous donnent quelques indices. Les femmes, aurait-il dit un soir de fièvre particulièrement intense, m'ont apporté plus de bonheur que les victoires.
une bataille gagnée laisse toujours un goût amer, car on pense aux morts. Une nuit dans les bras d'une femme qui vous aime ne laisse que des souvenirs doux. Et une autre fois, alors que le médecin irlandais Barry O'Meara lui demandait quelle avait été la plus belle journée de sa vie, Napoléon répondit sans hésiter : « Le jour où Joséphine m'a dit qu'elle m'aimait. J'avais 26 ans, j'étais pauvre, inconnu, mais j'ai su à cet instant que le monde m'appartiendrait. » Les deux femmes qui revenaient le plus souvent dans ces délires fébriles étaient Joséphine et Marie-Louise. La première représentait la passion de la jeunesse, l'amour inconditionnel malgré les trahisons mutuelles. La seconde incarnait la maternité, le foyer stable qu'il n'avait jamais vraiment connu, la promesse d'une dynastie qui ne se réaliserait jamais. Curieusement, il parlait peu de Marie Walewska, comme si ce souvenir était trop précieux, trop intime pour être partagé même avec ses plus fidèles compagnons. Peut-être était-elle, dans son esprit, la seule femme qu'il avait aimée pour lui-même, sans calcul et sans arrière-pensée, la seule dont l'amour avait été un don total, sans rien demander en retour. Le 5 mai 1821, vers 5h49 du soir, Napoléon Bonaparte rendit son dernier souffle. Une tempête d'une violence extraordinaire s'abattit sur Sainte-Hélène cette nuit-là, comme si la nature elle-même rendait hommage à cet homme hors du commun. Les derniers mots qu'il prononça, selon les témoins présents, furent « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Ainsi s'achevait la vie terrestre de celui qui avait été tour à tour général victorieux, premier consul, empereur des Français, et finalement prisonnier oublié sur un rocher au milieu de l'océan. Sa légende, elle, ne faisait que commencer. Dans la mythologie napoléonienne qui se construisit après sa mort, la place des femmes fut curieusement minorée. L'image qui s'imposa fut celle du stratège militaire génial, du législateur visionnaire, du héros solitaire luttant contre toute l'Europe coalisée. Comme si reconnaître l'importance des passions amoureuses dans la vie de Napoléon risquait de diminuer sa stature historique. Et pourtant, comme nous l'avons vu tout au long de ce récit, les femmes jouèrent un rôle crucial dans l'existence de Napoléon. Elles furent tour à tour sa force et sa faiblesse, sa consolation et son tourment, la source de ses plus grandes joies et de ses plus profondes blessures. Joséphine lui apporta l'entrée dans le monde, le réseau social qui lui permit de s'élever, mais aussi la première expérience de la trahison amoureuse. Marie Walewska lui offrit un amour désintéressé et un fils naturel dont il était fier. Marie-Louise lui donna l'héritier légitime qu'il désirait tant, avant de l'abandonner dans l'adversité. Albine de Montholon l'accompagna dans les ténèbres de l'exil final, illuminant de sa présence ces dernières années, sans oublier toutes les autres, les amantes d'une nuit ou d'une saison, Éléonore de Nuel, qui lui prouva qu'il pouvait être père, Pauline Fourès, la Notre-Dame de l'Orient, qui partagea son aventure égyptienne, et tant d'autres dont les noms se sont perdus dans les replis de l'histoire. Ces femmes ne furent pas de simples figurantes dans la grande épopée napoléonienne. Elles en furent des actrices essentielles, influençant les décisions de l'empereur, modelant sa personnalité, nourrissant ses rêves et ses ambitions. Sans elles, Napoléon n'aurait pas été le même homme, et l'histoire de France, d'Europe et du monde aurait peut-être pris un cours différent, car l'histoire, comme l'a si bien dit Victor Hugo, n'est pas faite uniquement de grands événements, de batailles décisives et de traités solennels.
Elle est aussi tissée de ces fils invisibles que sont les passions humaines, les désirs inavoués, les amours secrètes. Et dans la trame complexe de la vie de Napoléon Bonaparte, ses fils, souvent tenus par des mains féminines, furent peut-être les plus solides et les plus déterminants. Alors que la nuit tombe sur notre récit, comme elle tomba un jour sur Sainte-Hélène, emportant l'âme du plus grand conquérant de son temps, laissons la dernière image être celle-ci. Un homme seul, face à la mer, contemplant l'horizon inaccessible, et dans son cœur, le souvenir de toutes celles qu'il a aimées, qui l'ont aimé, et qui ont fait de lui non seulement un empereur, mais aussi, simplement, un homme.